Plus de 2 mois après la sortie du dernier épisode, je profite de la trêve internationale et de la fin du mercato pour sortir le 7ème épisode de Que sont-ils devenus, le concept dans lequel on parle de plusieurs joueurs qui sont passés par l'OM en retraçant leur parcours depuis leur départ. Aujourd'hui on va se demander que sont devenus Georges-Kevin Nkoudou, Lucas Mendes, Olivier Ncham, Azpilicueta ou encore Bakambu comme vous pouvez le voir à la miniature, mais aussi d'autres joueurs dont vous vous rappelez peut-être moins. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des idées de joueurs pour les prochains épisodes, j'ajoute toutes vos suggestions à ma liste en essayant de les intégrer au fur et à mesure. On commence sans plus attendre avec le premier joueur de l'épisode d'aujourd'hui, Zachary Iskay qui avait marqué les esprits face au U23 de Stoke City lors du premier match de la prépa de la saison 2019-2020, une prestation prometteuse qui n'en a pas amené d'autres pour autant. Faut dire que Villas-Boas s'était bien fourni au poste de latéral droit avec le binôme Sarr-Sakai, en plus Abdallah Ali Mohamed n'a pas eu sa chance non plus alors qu'il était plus proche du groupe pro qu'Iskay, donc c'était compliqué pour lui de se faire une place. Il a continué de jouer avec la réserve jusqu'à son départ libre en juillet 2020 après avoir joué plus de 40 matchs en N2. Il décide après de s'engager à Brest où il ne restera qu'une saison avec seulement 2 matchs de N3 au compteur avant de s'engager avec le FC Rousset à l'été 2021 pour retrouver David Lefrappert qu'il a côtoyé à Marseille. Un club qui ne lui réussira pas beaucoup plus, il était pourtant titulaire sur les 3 premiers matchs de championnat avant de disparaître des radars et de partir après seulement 7 mois passés au club. Pour rebondir, il tente l'aventure slovène en rejoignant le Tabor Cezana qui joue en 2ème division, un club qui lui permet d'avoir plus de temps de jeu avec 33 matchs en 2 saisons, même s'il a rarement été titulaire. Après cette première expérience à l'étranger, il fait le choix de signer à l'Union de Namur en 3ème division belge. Jusqu'à présent, il a joué 17 matchs avec une première saison tronquée par les blessures. Il a fini la saison comme titulaire et son statut s'est confirmé sur ce début de saison parce qu'il était titulaire sur les 2 premiers matchs. À 23 ans, il veut véritablement lancer sa carrière après de courtes expériences. Ça passera par de bonnes prestations avec Namur pour espérer gravir les échelons par la suite. Ceux qui suivaient l'OM au début des années 2010 se souviennent très certainement de Gennaro Brasigliano, gardien titulaire de Nancy pendant 10 ans qui avait signé pour être la doublure de Mandanda. Il a dû se contenter de 6 matchs sur les 3 saisons qu'il a passées à Marseille en étant même relégué numéro 3 à l'arrivée de Brice Samba et cantonné à la CFA2. Pas grand chose à dire de plus sur son passage en dehors du fait qu'il a été très professionnel et impliqué à 100% sans jamais faire de vagues. Après son départ en 2014, il a passé 2 saisons en Indian Super League, d'abord au Chennaiyin FC avec 13 matchs au compteur, puis de petits matchs avec North East United. Par la suite, il a fait son retour dans le foot amateur en signant au FC Lunéville, un club proche de Nancy avec qui il a cumulé un rôle de joueur et d'entraîneur des U19. Au moment de prendre sa retraite, il fait son retour à Nancy comme entraîneur des gardiens, un rôle qu'il occupe toujours actuellement dans le staff du coach historique, Pablo Correa. Dans le dernier épisode, on m'a proposé le nom de Pape Daouda Mbo, le polyvalent défenseur sénégalais formé au club qui pouvait aussi jouer au milieu de terrain. Il a joué 12 matchs sous les couleurs de l'OM en faisant partie du groupe qui a été champion de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010. En dehors de ça, son parcours à l'OM se résume à un enchaînement de prêts à Cannes, Ajaccio, Mons et Amiens. Une fois son départ définitif acté, il a été titulaire pendant 2 saisons au Pantrakikos en première division grecque. Il rejoint ensuite l'Atromitos avec l'objectif de confirmer, mais il est victime d'une rupture du ligament croisé en début de saison qui va être un énorme coup d'arrêt dans sa dynamique. Il quitte le club 1 an après son arrivée et seulement 3 matchs au compteur. Il tente de se relancer à Créteil en étant titulaire indiscutable, mais encore une fois, gros coup dur avec une nouvelle rupture du ligament croisé qui met fin à sa saison. Créteil décide malgré tout de le prolonger, Mbo retrouve sa place de titulaire à son retour de blessure, mais quitte le club en fin de saison. Il signe à Virton en Belgique avec qui il a été régulièrement titulaire le temps d'une saison, avant de faire un court passage au Puy Foot et de terminer sa carrière à Reims-Sainte-Anne avec qui il n'a joué qu'un match. Une carrière qui aurait peut-être été différente sans ses 2 graves blessures au genou. De son côté, Lucas Mendes a laissé de bons souvenirs à Marseille, recruté à Coritiba pour environ 2 millions d'euros en 2012, régulièrement titulaire sur les 2 saisons qu'il a passées ici en formant un duo intéressant avec Nkoulou et en reléguant souvent Diawara sur le banc, 62 matchs et 3 buts pendant son passage avant d'être vendu pour 5 millions d'euros à El Jaish au Qatar, un club avec qui il va être titulaire indiscutable pendant 3 saisons. Ensuite, il a enchaîné les clubs au Qatar avec un passage d'1 an et demi à Al Douail et un peu moins d'1 an à Al Gharafa où il a peu joué. Depuis janvier 2020, il s'est stabilisé avec Al Wakra, avec qui il est titulaire indiscutable et même capitaine depuis le début de la saison. Ça fait maintenant 10 ans qu'il joue au Qatar, un pays dont il est visiblement tombé amoureux parce qu'il s'est fait naturaliser en 2023. Il est devenu international qatari dans la foulée, en ajoutant d'ailleurs la Coupe d'Asie 2024 à son palmarès, 3 mois seulement après sa première cape.
Parmi les jeunes qui sont récemment passés par le centre de formation, vous vous souvenez peut-être de Fabio Vanni, un gardien qui a fait quelques apparitions sur le banc et qui était très ami avec Thauvin et Luis Enrique. La direction a finalement décidé de ne pas le conserver à l'été 2022. Pour rebondir, Vanni a signé à l'AS Furiani où il a été titulaire indiscutable pendant 2 saisons en N2. Il a récemment changé de club mais pas de division en s'engageant avec l'AS Cannes cet été. Pour le moment, c'est le très expérimenté Arnaud Balijon qui est titulaire, mais il a 41 ans et on imagine que la volonté des dirigeants de Cannes, c'est de miser sur Vanni pour l'avenir, affaire à suivre. En 2012, Florian Respentino réalisait son rêve de porter le maillot de son club de cœur. Arrivé libre après une très belle saison à Nantes, la marche sera finalement trop haute, seulement 15 matchs sous les ordres d'Eli Bob qui ne l'a jamais fait entrer plus de 10 minutes en championnat, et des performances face à Limassol et Fenerbahçe en Europa League qui ne lui ont pas permis de se montrer à son avantage. L'OM décide de le prêter à Brest 6 mois après son arrivée, puis une saison à Bastia, 2 prêts un peu plus concluants avant d'être vendu à Caen pour 500 000 € à l'été 2014. À partir de là, il enchaîne les clubs sans briller, un prêt à Dijon, 2 saisons à Bastia, même chose au Kassepen en Belgique, avant de faire une belle saison à Valenciennes en 2018-2019 avec 11 buts en 30 matchs. Par la suite, il a fait une saison peu concluante à Grenoble, un nouveau retour peu prolifique à Bastia, une saison au FC Bastia Borgo avant de rejoindre le Gol FC avec qui il s'est montré très déterminant avec 23 buts en 2 saisons. Sur son actualité récente, il vient tout juste de changer de club en rejoignant l'AS Cannes, un club où il va justement côtoyer un certain Fabio Vanni. Plus récemment, l'arrivée d'Olivier Ncham a beaucoup fait parler, il était très apprécié par Zubizarreta qui le ciblait depuis pas mal de temps, mais c'est finalement Longoria qui l'a fait signer en prêt avec une option d'achat de 6 millions pour remplacer Morgan Sanson parti à Aston Villa. Une arrivée dans un contexte chaotique teinté de grosses tensions entre Longoria et AVB. On se souvient de la fameuse conférence de presse où il dit clairement qu'il n'en voulait pas, qu'il n'avait pas été consulté et qu'il ne correspondait pas du tout au profil recherché. Un épisode qui aurait été la cause principale de sa démission. Sportivement, Ncham n'a joué que 6 petits matchs à l'OM sans jamais jouer plus d'une mi-temps. L'option d'achat n'a évidemment pas été levée et finalement Ncham est parti dans l'indifférence la plus totale. À son retour au Celtic, il est libéré de son contrat et part se relancer à Swansea en Championship. Il y retrouve un temps de jeu plus régulier sans pour autant être toujours titulaire sur les 2 saisons qu'il a passées là-bas. Après une deuxième saison à 8 buts et 4 passes D, il signe à Samsunspor pour un montant qui n'a pas été révélé. Très souvent titulaire pour sa première saison, il semble continuer sur la même lancée avec 3 matchs comme titulaire depuis le début de saison, avec un but et une passe D. Enzo Comon faisait lui partie des jeunes du centre qui avaient du potentiel, mais son parcours olympien s'est limité à sa formation. Il a joué avec les U17, les U19 et quelques matchs avec la réserve. À l'été 2022, il signe finalement son premier contrat pro à Angers, en jouant d'abord avec les U19 lors de sa première saison, avant de devenir le capitaine de la réserve la saison dernière. Actuellement, il n'a plus qu'1 an de contrat, et pour le moment, il n'a pas encore pu faire ses débuts en pro, à voir de quoi son avenir sera fait. Rafidine Abdullah était lui aussi formé au club et avait même été intégré dans la rotation par Eli Bob qui n'a pas hésité à le titulariser 3 fois lors de la saison 2011-2012. Au total, il a joué 23 matchs avec l'OM avant d'être vendu à Lorient pour 500 000 €. Il a passé 3 saisons en Bretagne en étant titulaire sur de courtes périodes, parfois gêné par des blessures ou mis sur le banc par choix du coach. Au total, il a joué 50 matchs en 3 ans avant de tenter l'aventure espagnole à Cadiz en D2 espagnol. Un choix payant parce qu'il était très souvent titulaire là-bas. Ensuite, il a joué à Waasland Beveren en Belgique, un passage de courte durée parce qu'il est libéré 6 mois plus tard après seulement 10 matchs. S'en suivra une traversée du désert avec 1 an sans club et c'est finalement le Stade Lozanouchi qui lui tend la main en janvier 2020. Considéré comme un titulaire en puissance à son arrivée, il va malgré tout louper pas mal de matchs à cause des blessures qui s'enchaînent. Il finira quand même à 59 matchs en 2 saisons et demie, mais son passage a été bien tronqué par les pépins physiques. Après 1 an et demi sans club, il s'engage avec le Servette FC pour 6 mois, avec l'objectif d'encadrer les jeunes de l'équipe réserve. Il retrouve un temps de jeu plus régulier et surtout l'équipe nationale des Comores en fin de saison. Il était en fin de contrat à la fin de la saison et visiblement il n'a pas été prolongé parce que je le vois pas sur les effectifs du site officiel du Servette. À seulement 30 ans, il peut encore largement apporter à un club, mais il cherche certainement le bon challenge. Azpilicueta est certainement l'un des meilleurs exemples de réussite après un passage à l'OM. Malgré une première saison à Marseille tronquée par une rupture du ligament croisé, sa deuxième saison a été pleine en montrant toutes ses qualités. Chelsea le recrute pour un peu moins de 9 millions d'euros et c'était finalement le point de départ d'une longue histoire. 508 matchs, 17 buts, 51 passes D, 2 Premières Ligues, 2 Europa League, une Ligue des Champions, une Coupe de la Ligue, une FA Cup et la Super Coupe d'Europe, tout ça en 11 ans. Après 4 saisons comme capitaine des Blues, il part pour l'Atlético au mercato d'été 2023. À 35 ans, il est toujours titulaire en étant axial droit d'une défense à 3 comme à Chelsea. Un très beau parcours pour un joueur qui a signé à l'OM pour confirmer les bonnes choses qu'il avait réalisées avec Osasuna et qui a maintenant terminé avec un palmarès long comme le bras et plus de 40 sélections avec l'Espagne. Tout en sachant qu'il est encore en activité, donc ça peut encore s'étoffer. Ce nom ne vous dira peut-être rien, mais Yang Guy a été le premier
footballeur chinois à faire sa formation en France. Recruté en 2004 après avoir impressionné pendant son essai, avec d'ailleurs Robert Louis Dreyfus qui s'était lui-même déplacé à Pékin pour lui faire signer un contrat de 2 ans, il n'a joué aucun match avec l'équipe première en dehors de quelques minutes face à la sélection chinoise olympique qui se préparait pour les futurs JO. Il se retrouve libre en 2007 et fait son retour en Chine où il ne trouve pas de club pro pour l'accueillir. Il reprend ses études en finissant diplômé de l'université de Pékin en ce qui concerne le sport, puis en travaillant dans 2 académies de foot. Il a aussi joué un an au Beijing CCSS 2007, mais j'ai pas plus d'infos là-dessus. Sa carrière de joueur a été très courte et n'a jamais vraiment décollé, mais il est aujourd'hui conseiller sportif pour le FC Sochaux après avoir été leur data analyst et coordinateur sportif avant ça. Au rang des joueurs bien plus confirmés, Bakambu avait signé un contrat de 2 ans et demi en janvier 2022, avec un salaire important et une prime à la signature qui était aussi importante et lissée sur son salaire. Convaincu par un projet à moyen ou à long terme, il est finalement poussé vers la sortie 6 mois plus tard, après avoir mis 4 buts et délivré 2 passes D. Ça peut paraître peu, mais c'est des buts importants. Le but du break contre Lens, 2 buts déterminants contre Metz et Nice, mais aussi le 4ème contre Strasbourg. Poussé vers la sortie par les dirigeants qui ont voulu le dégoûter au point de le mettre latéral gauche à l'entraînement, il accepte son sort et signe à l'Olympiakos avec qui il va faire une excellente saison, avec 18 buts en 37 matchs. Par la suite, il transite par le club émirati d'Al Nasser avant de signer à Galatasaray un petit mois plus tard, un passage plus délicat avec 2 buts en 16 matchs et un départ au Betis lors du dernier mercato d'hiver. Il a participé à la CAN et il a été rapidement blessé, donc il n'a joué que 5 matchs depuis qu'il est arrivé, mais son retour semble se préciser, donc on devrait bientôt le revoir sur les terrains. Parmi les joueurs formés au club, Wesley Jobello a porté 3 fois le maillot olympien en match officiel, mais sans convaincre pour autant. Après son départ en 2015, il a joué à Clermont pendant 2 ans, en étant d'ailleurs passeur décisif quand ils nous ont éliminés 2-1 en Coupe de la Ligue. 2 bonnes saisons, même si la deuxième s'est terminée prématurément à cause d'une rupture au ligament croisé. Après, il a fait 2 saisons au Gazélec sans avoir des stats fabuleuses, mais il a quand même eu du temps de jeu, ça c'est positif. À partir de ce départ, il enchaîne les piges, une saison à Coventry City où il est victime d'une nouvelle rupture du ligament croisé, 6 mois à Boulogne, 7 mois à l'UTA Arad en Roumanie, 5 mois au FC Arges avant d'être sans club pendant 6 mois. Il a signé au Preston Lions FC au mois de janvier. J'ai pas trouvé l'info sur son nombre de matchs, mais a priori il est toujours sous contrat avec eux. À 30 ans, sa carrière a pris une drôle de tournure et les 2 grosses blessures n'y sont évidemment pas étrangères. On termine ce 7ème épisode par un focus sur la suite de la carrière de Georges-Kévin Nkoudou, un joueur dont je garde globalement de bons souvenirs avec 6 très bons premiers mois avant d'être moins impactant et de se blesser sur la deuxième partie de saison. Pour autant, l'OM fait une belle vente, acheté 1,5 million et vendu 11 millions à Tottenham un an plus tard, c'est vraiment express comme plus-value. Chez les Spurs, ça n'a pas marché avec seulement 1 but et 2 passes D en 27 matchs. Il est prêté à Burnley avec qui il ne jouera que 8 matchs, puis à Monaco avec seulement 3 matchs au compteur. Étant donné que Tottenham ne compte plus sur lui, il décide de se relancer en partant à Beşiktaş avec un transfert d'un peu moins de 5 millions d'euros. Il réussit à se relancer avec un temps de jeu plus important, mais les pépins physiques s'enchaînent, des claquages à la cuisse et des blessures ligamentaires notamment. Il quitte Beşiktaş à l'été 2023 pour s'engager avec le club saoudien du Damak FC après 108 matchs, 21 buts et 9 assists avec le club turc. Actuellement, il se régale en Saudi Pro League avec 15 buts et 5 passes D pour sa première saison, avec notamment un mois de décembre exceptionnel avec 8 buts et 2 passes D en 4 matchs. Il joue toujours au Damak FC avec qui il a un contrat jusqu'en juin 2025, à voir de quoi son avenir sera fait et surtout si les blessures continueront de l'épargner ou non. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant les notifs pour ne rien louper des prochains épisodes et plus globalement de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Bakambu dans les commentaires. N'oubliez pas de me donner vos suggestions pour les prochains épisodes dans les commentaires aussi puisque j'en tiens compte à chaque fois. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.